Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir suivis si nombreux, si nombreuses déjà ici dans cette bulle région et puis derrière vos écrans. Je crois que vous étiez plusieurs milliers à suivre cette bulle région où on a pu découvrir de magnifiques territoires mais aussi de magnifiques entrepreneurs et projets. On va conclure en beauté et je vous propose de partir en direction de l'outre-mer, où on va s'interroger ensemble sur ce territoire en transition. Je vous propose de commencer avec Jean-Luc Lewes. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes vice-président de la collectivité territoriale de Guyane et président également du comité du tourisme. Alors peut-être un mot sur ce que vous avez à dire aux entrepreneurs qui nous suivent. Je pourrais que leur dire que c'est le moment de venir en Guyane. Que la Guyane, c'est un merveilleux pays qui se trouve entre le Suriname et le Brésil, donc en Amérique du Sud, avec une biodiversité incroyable, avec un multiculturalisme depuis, je dirais, des lustres. Notre construction est basée sur le mélange culturel que nous pouvons avoir. Et pour couronner le tout, parce que chez nous, c'est important, c'est que je dirais le domaine et le patrimoine culinaire est toujours au rendez-vous, parce que ça, c'est important aussi. Alors, c'est une belle promesse déjà pour les nombreux entrepreneurs qui voudraient faire du tourisme, mais sur le territoire pour les entrepreneurs, c'est aussi un territoire plein d'opportunités. Alors, oui, c'est bien sûr plein d'opportunités, puisque vous avez l'avantage, c'est que nous sommes aujourd'hui le seul territoire d'outre-mer à pouvoir avoir une démographie en pleine expansion, puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les familles, c'est 3,9 enfants par famille en Guyane, ce qui est énorme. C'est un territoire où nous occupons que 1% du territoire. Comme je le disais, la Guyane, c'est grand comme le Portugal, mais c'est très peu peuplé, puisqu'on n'est que 330 000 habitants. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et s'il y a une progression, c'est bien encore en Guyane qu'on peut le faire. Et sur la projection, parce que c'est un territoire, mais qui ouvre aussi à d'autres horizons, en dehors du territoire même. Alors, si vous voulez parler d'horizon, oui, on a un horizon puisque tous les mois on lance une fusée Ariane, donc on met sur satellite soit Ariane, soit Vega ou soit Soyuz, 3 programmes Ariane, et que l'évolution du spatial en Guyane va se transformer, puisque comme vous savez que le spatial mondial est en train de changer, et qu'aujourd'hui le spatial en Guyane va devenir plutôt le port spatial de l'Europe. Ça veut dire que n'importe quel lanceur pourra être lancé depuis la base spatiale de Kourou, qui pour l'instant a 6 pas de tir. Nous venons d'inaugurer le pas de tir d'Ariane 6, qui devrait être lancé au courant de 2022. On parle d'un territoire en transition, et cette transition, mais justement, BPI France l'accompagne. Je vais commencer avec vous, Michel Papalia. Vous êtes directrice régionale, je le disais, BPI France Antilles-Guyane. Les entrepreneurs qui nous suivent se posent peut-être des questions, des grands dispositifs d'accompagnement pour accompagner les transitions. Très bien. Donc aujourd'hui, on a un dispositif qui est tout à fait magique pour passer à la transition écologique et énergétique qui s'appelle le Prévert. Vous avez vu, j'ai fait mon coq vert apparaître sur la veste. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour les entreprises d'être dans cette démarche et d'avoir son plan d'action vers la transition écologique et énergétique. Et nous, pour ça, on a des dispositifs de financement, mais également des dispositifs d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en diagnostic, on peut diagnostiquer l'évolution des flux au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises pour pouvoir demain avoir son plan d'action vers la transition et mieux gérer ses flux. Gain, évidemment, de productivité, gain économie au niveau des charges d'exploitation, économie réelle, et également, pour la suite, investissement qui permettent à l'entreprise d'envisager d'autres types de modèles économiques en même temps que son modèle traditionnel, et qui permettent aussi à l'entreprise d'envisager l'avenir sous un horizon complètement durable. Et c'est en cela que BPI France porte la Banque du Climat. Et donc, je veux aujourd'hui mettre en avant ce prêt vert que nous commercialisons sur les territoires depuis au moins 6 mois. Et on a de grandes ambitions sur ce prêt vert. Aujourd'hui, c'est un prêt qui ne s'adresse pas uniquement aux entreprises dont l'ADN est purement green. C'est un vrai outil de transition de l'ensemble de nos entreprises.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc il faut être dans la démarche, il faut avoir la vision de cette démarche. Et cette vision, elle se traduit, je vous dis, soit par un plan d'action. Évidemment, on peut être aussi d'un métier directement impacté par la transition écologique et énergétique. Ça, c'est évident que les offreurs de solutions dans la transition, ils sont automatiquement financés par BPI France par le prêt vert. Ce prêt vert est magique parce qu'il est sur une durée de 10 ans, il a dû différer et il est à un taux, enfin défiant toute concurrence. On est très très aidé et du coup, on aide beaucoup les entrepreneurs. Et c'est ce qu'on veut. On veut être incitatif. Et cette incitativité-là, on veut la ressentir auprès de chaque entrepreneur. Vous l'avez dit, on les aide aux Antilles, on les aide en Guyane, on les aide aussi à la Réunion et à Mayotte. Et du coup, je vous donne la parole, Jean-Marc Batigello. Oui, exactement. Et en fait, on a exactement le même dispositif, le prêt vert pour la transition écologique, énergétique. Mais nous, on est dans une transition économique aussi, parce qu'on sort à peine d'une crise, on sort du confinement à La Réunion. Et donc, on a des dispositifs qui, aujourd'hui, correspondent tout à fait aux entreprises qui connaissent encore des difficultés. Les prix des matières premières augmentent. On a le coût du fret qui augmente aussi énormément. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être aussi soutenu par les collectivités. On a la région Réunion qui nous a donné une enveloppe là qu'on doit consommer avant la fin de l'année de 16 millions supplémentaires. L'année dernière, on avait eu 25 millions. On avait fait 250 prêts rebonds. Donc, ce sont des prêts à taux zéro, patients, sur 7 ans, avec 2 ans de différé. Et donc là, la région nous a fait confiance et nous a redoté de 16 millions. Et on a consommé 20%, donc il en reste. Et voilà, donc, Venez frapper à la porte. Je vous propose maintenant de découvrir nos entrepreneurs et comment eux-mêmes ils envisagent cette transition dont on parle tant. Et je commence avec vous, Franz et Bader. Vous êtes fondateur de Green Technology Suraya. Tout à fait. Un mot sur l'activité et sur cette projection. Très bien. Donc Green Technology, c'est une entreprise qui a été créée donc par moi en 2013. Je suis un ancien pétrolier et la plupart des fondateurs de Green Technology sont d'anciens pollueurs dans l'énergie. Et nous, on a vu la fin du modèle énergie fossile parce qu'on a bien constaté que c'était de plus en plus compliqué. On l'a vu 10 ans avant d'autres. Du coup, notre raison d'être aujourd'hui, c'est la suivante. Chacun d'entre nous a une signature énergétique, énergie mobilité. Cette signature aujourd'hui, quand elle est fossile, elle vous met à risque parce que précisément le modèle fossile étant à bout de souffle, votre activité va être de plus en plus compliquée. Du coup, la transition énergétique, c'est une formidable opportunité de gain de productivité. Mais ce qui est beaucoup pour moins... pas se retrouver dans le mur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et de durabilité. Mais ce qui est beaucoup moins visible aujourd'hui, il y a une fantastique autre opportunité, c'est de changer de modèle. Pourquoi ? Là, on avait de très grosses centrales à millions ou à milliards. Un panneau solaire qui coûte 100 € permet à chacun d'entre nous de devenir le fournisseur d'énergie pour lui et pour sa communauté. Là, on avait des stations-service qui coûtaient des dizaines de millions d'euros. Une borne de recharge permet à chaque citoyen de devenir le fournisseur de carburant propre, local et compétitif pour ses citoyens. La raison d'être de Green Technology, c'est de créer, d'accélérer ce nouveau socle solide, durable, compétitif, éthique, équitable, je veux dire, de développement pour les territoires. Et donc l'enjeu, c'est de faire de tout citoyen le producteur, le fournisseur de cette énergie de demain. Voilà, c'est un enjeu formidable et on est en passe d'y arriver, entre autres grâce à la BPI, parce qu'aujourd'hui, même les citoyens ou les entreprises, les collectivités qui ne sont pas capables d'investir, on investit à leur côté et ils autoconsomment. Et ils revendent leur énergie. Donc c'est des modèles qui sont assez excitants à mettre en place. Et voilà. Alors c'est un projet extrêmement ambitieux. J'imagine qu'il a fallu en surmonter des difficultés pour en arriver là. Oui. On m'a demandé une fois c'était quoi ma plus grosse victoire et j'ai eu du mal. Et en fait ce que j'ai répondu, et je vais vous dire la même chose, on a beaucoup de petites défaites. Et c'est la somme de toutes les petites victoires qui font qu'on survit, qu'on se réveille le lendemain. Si je dois en garder une, c'est ça. Parce qu'un entrepreneur, pour moi, c'est celui qui se relève une fois de plus que les centaines de fois qu'il est tombé. Voilà. Mais ça vaut le coup. On a des partenaires parce que mes collaborateurs sont tous associés. On a des clients, on a des gens qui nous accompagnent. C'est la somme de tout cet écosystème-là qui croit, qui voit la même chose, qui rend le projet possible et en tout cas qui le rend vraiment passionnant.
Merci, bravo aussi. Je vous propose de découvrir G3C avec Eddy Montieu. Bonjour. Oui, bonjour. Eddy Montieu, donc président du groupe Zilo Finance, incluant la société G3C en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Martin. Nous sommes un groupe spécialisé dans le bois, dans tous les métiers du bois dans la construction. Et donc, nous comptons 160... Oui, pardon, on parle là aussi d'un secteur en pleine mutation. C'est un secteur en mutation parce que les sources d'approvisionnement sont de plus en plus compliquées. Et aujourd'hui, nous faisons face à une concurrence accrue de nos collègues chinois qui font du sourcing en grande quantité sur nos territoires. Alors du coup, j'imagine qu'il y a une promesse, une solution chez vous pour accompagner cette transition. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le groupe continue son évolution. Nous avons engagé un process de transition écologique, puisqu'en tant qu'acteur de la filière bois, nous sommes producteurs de déchets. Et à ce titre, donc, nous créons une nouvelle activité dans la valorisation de nos déchets. Donc même derrière les déchets, finalement, on peut trouver des opportunités. Exactement. Et une source de gains. Puisque nos déchets finiront donc dans dans les incinérateurs pour la production d'électricité. Est-ce que ça a été facile d'embarquer l'ensemble de l'entreprise vers cette transition ? Ce n'a pas été évident parce que l'habitude, la force de l'habitude a fait que le changement de mentalité, à mon avis, il est encore en cours. Voilà. On l'a beaucoup d'ailleurs évoqué aujourd'hui ici dans cette bulle région, sur l'impact quand même que ces projets de transition plus verts, plus durables pouvaient avoir sur le recrutement de talents. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Alors, pour ce projet, nous avons été dans l'obligation de rechercher un ingénieur. Malheureusement, pas sur nos territoires, parce que nous ne trouvons pas la ressource humaine. Et donc, nous avons recruté quelqu'un de métropole pour pouvoir nous accompagner sur ce projet. Et donc, en plus de lui vendre le projet, vous lui avez vendu le territoire. Et du soleil, surtout. Je vous propose de découvrir Black in Technology Beat avec Betty Fosta. Bonjour, vous en êtes la présidente. Que faites-vous ? Alors, bonjour à tous. Black in Technology France est une fondation qui est née aux États-Unis et qui a pour vocation de faire en sorte que dans le milieu de la technologie, qu'il y ait de plus en plus de Noirs présents, parce qu'on le sent, il y a un moment, il y a eu des combats sur notre territoire pour qu'il y ait des femmes qui s'engagent et qui soient au niveau exécutif dans les entreprises. On constate que dans la tech, pareil, il y a des Noirs qui ont du mal en fait à monter, à dépasser le plafond de verre. Je suis quand même dans le milieu de la tech, dans le sens où j'ai une entreprise de technologie qui s'appelle IPEOS. Et dans mes interventions à l'international, et en discutant avec certains techniciens ou ingénieurs qui sont en France, ils se sont rendus compte, ils sont parfois dans un grand groupe de 50 000 personnes, et ils n'arrivent pas à monter au-delà dans les 400 premiers. Et ils ont beau regarder les critères, souvent il y a des critères qui sont liés à la méconnaissance en termes de culture, en termes d'approche et en termes d'inclusion. Et donc, il y a un travail à faire au niveau du territoire français pour que l'image que l'on peut avoir de la tech ne soit pas, comme dit, je paraphrase le président Macron, le mâle de plus de 50 ans blanc, mais qu'il y ait beaucoup plus de personnes issues du territoire, de tous les territoires. Quand on développe la tech, ne pas penser la tech uniquement l'hexagone. Tout le monde vous applaudit là. Ça tombe bien. Je pense que je suis en écho avec mon président. Hein. Et on parlait beaucoup des transitions énergétiques, écologiques, économiques. Là, on est aussi en train de parler de transition de mentalité. Il faut changer les mentalités parce que vous savez, je prends l'exemple des robinets. Il y a eu un moment où on a voulu développer en fait des robinets, mais en pensant, je veux dire, à des technologies qui vont détecter une peau blanche très souvent, mais on oubliait les nuances de peau. Mais le fait d'inclure d'autres types de salariés, d'autres types d'ingénieurs, d'autres personnages de la tech, ça permet en fait de penser autrement la technologie. De la même façon qu'il y a des biais hommes-femmes, des biais seniors jeunes, il y a des biais très clairement entre noirs et puis blancs. Je veux dire, et ça, il faut changer ça. Et il faut aussi améliorer la façon dont on pense la technologie. On ne doit pas penser uniquement la technologie à Paris, mais c'est aussi la France
Il faut que les développeurs soient ceux qui... Enfin, souvent, les technologies reflètent les développeurs qui sont derrière. Et donc, ça fait aussi partie de technologies qui s'adressent à tous, finalement. Alors, juste, dans nos métiers, dans la tech, il n'y a pas que des développeurs. Il y a plus de 500 métiers. Et souvent, dans la créa, il se trouve qu'il y a des communautés de créa qui est très forte et qui sont parfois laissées de côté par méconnaissance. Il faut juste que certains grands groupes et beaucoup d'entreprises ouvrent de plus en plus leur mentalité ou leur façon de voir leurs futurs collaborateurs qui peut être un peu différent d'eux. Merci. Je vous propose maintenant de découvrir Greenskin avec Stéphane Boudrandi. Merci. Vous en êtes le directeur général. Tout à fait. Alors déjà, je voulais commencer par dire quelque chose, c'est que la transition écologique, c'est pas un concept. La transition écologique, c'est une réalité. Il y a des centaines d'entreprises qui s'engagent tous les jours en France, dans les Outre-mer et à La Réunion. Et nous, notre ambition est très modeste, c'est de recouvrir la planète de structures végétales, puisque la végétalisation des bâtiments est devenue un enjeu, évidemment, dans le cadre de cette transition. Et si on est capable de le faire aujourd'hui, c'est parce qu'on fait partie d'une équipe. Et moi, je voudrais mettre en avant l'importance dans les mois et les années qu'on vient de traverser de faire partie d'une équipe France qui gagne et qui gagne en adossant deux cultures, celle du public et celle du privé. Et je pense que BPI fait partie de cette, un petit peu cette, symboliquement de la synthèse entre le public et le privé, puisqu'on a des grandes déclarations. Je crois que le président arrive, donc il va nous en faire certainement d'autres. Et après, sur le terrain, il y a des gens qui agissent au quotidien. Et l'apport des structures d'État pour les entrepreneurs que nous sommes est indispensable. On ne peut pas imaginer se développer si effectivement on n'a pas cette capacité-là. Et après, une fois qu'on a cette reconnaissance, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a été innovant, on peut enfin s'engager dans des choses concrètes. Et nous, pour ce qui est de notre partie, c'est d'arriver à contribuer le mieux possible à réduire la température. Vous savez, je dis souvent, c'est une image un peu brutale, mais on est tous dans une bassine remplie d'eau. On est sur la pointe des pieds, on a de l'eau jusqu'au menton et on dit tous, faites pas de vagues. Et nous, notre enjeu, c'est pas de baisser le niveau, parce que de toute façon, on sait très bien qu'on n'aura jamais le temps de le faire. Les générations n'auront pas la capacité de baisser le niveau. Par contre, ce qu'il faut, c'est tout faire pour que ça s'arrête de grimper. Et notre action, dans le cadre de la végétalisation des bâtiments, c'est justement d'apporter des solutions concrètes qui ont été éprouvées, parce que c'est ça aussi l'avantage, travailler notamment avec les universités, avec tous les centres de recherche, pour avoir des solutions extrêmement pratiques, concrètes, simples à mettre en œuvre, et pour terminer, qui permettent d'engager tout le monde dans un vrai écosystème résilient et vraiment territorial. Vous parliez de cette notion public-privé. On comprend bien évidemment l'engagement à des thèses comme celle-ci d'acteurs publics qui œuvrent pour le bien commun. Comment on convainc les acteurs privés? Alors évidemment, derrière les décideurs, il y a des citoyens, il y a des consommateurs. Mais comment on va convaincre les décideurs que c'est aussi un intérêt potentiellement financier, même s'il n'est pas court terme, ça peut être un intérêt à plus moyen et long terme? Alors, en ce qui nous concerne, on a un avantage, c'est qu'on baisse immédiatement la facture énergétique. Donc ça, c'est déjà, pour tous les acteurs que nous sommes, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, c'est déjà important. Et au-delà, je pense que la prise de conscience aujourd'hui sur la nécessité d'agir et pas uniquement d'en parler, fait qu'on a de plus en plus, évidemment, de capacité à agir. On est, nous, engagés dans un développement important grâce à des partenaires privés aussi. Et je pense que cette prise de conscience, elle ne cesse de progresser. Et évidemment, elle concerne nous, mais aussi les générations de derrière. Il nous reste pile poil 1 minute pour partager un dernier tour de table. On est après cette crise qu'on a vécue dans un temps fort, c'est celui de la relance. On a besoin de chacun des acteurs présents, chacun des entrepreneurs que vous êtes. J'aimerais que vous complétiez la phrase suivante à tour de rôle. Pour la relance, nous... Alors nous, on recrute, on forme et on embauche. Betty? Pour la relance, on fait de l'inclusion et on pense à la conservation, à la maîtrise énergétique. Eddy? Wow. Bonne question. Pour la relance, je dirais que nous faisons de beaux ouvrages en bois et nous préservons la planète. Merci. Pour la relance, nous allons accompagner et investir 3 fois plus l'année prochaine que cette année. Michel, vous avez le micro. Eh bien, Jean-Luc, Michel, mais qui veut parler, parle.
Voilà, alors pour la relance, chez BPI France, nous sommes dans l'action. L'action en financement, en accompagnement. Nous sommes près des régions et nous allons de l'avant. Nous voulons inciter les entrepreneurs à investir. Alors je reste avec Jean-Marc pour BPI et Jean-Luc, je vous laisserai le mot de la fin. Moi, je reste dans la couleur jaune solaire. On donne de l'optimisme autour de nous pour que les gens continuent à investir pour mieux préserver la planète et pour grandir. Ça passe par là. Donc, pour la relance, la collectivité territoriale de la Guyane accompagne, ça c'est le premier, accompagne avec plusieurs dispositifs pour pouvoir développer cette attractivité dont nous avons besoin en Guyane. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que tous les fonds régionaux sont plafonnés à 90% pendant toute l'année 2022. Donc on attend des projets et des projets et des projets de tous les investisseurs qui veulent investir en Guyane. Vous l'avez compris, on vient frapper à la porte. Merci à vous 7 et merci à vous tous de nous avoir suivis si nombreux, si nombreuses à travers vos écrans en France et au-delà. On se retrouve l'année prochaine justement pour valider nos thèses, celles qu'on a pu développer aujourd'hui. Donc encore bravo et merci.